Bienvenue! Aujourd'hui, on va décortiquer un texte assez radical, un texte qui vient complètement redéfinir l'idée même du respect. Oubliez la simple politesse, on va parler ici du respect comme une véritable stratégie de pouvoir. Le manifeste s'ouvre directement avec cette phrase choc. L'idée, c'est de briser tout de suite la définition qu'on a l'habitude d'entendre. Le vrai respect, nous dit-on, ce n'est pas de la courtoisie, c'est une force silencieuse et redoutable. Alors, si le respect, ce n'est pas juste être gentil, qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, le manifeste le définit comme quelque chose de bien plus complexe, un art subtil de la domination. Selon cette vision, le respect est en fait un outil purement stratégique. C'est une manière de gouverner les esprits, mais sans esclavage apparent. L'idée, ce n'est pas du tout de s'incliner, non, c'est d'écouter, d'absorber, d'assimiler le savoir des autres pour, au final, étendre sa propre puissance. Cette opposition, elle est vraiment parlante. Elle illustre parfaitement deux formes de leadership. D'un côté, on a la domination bruyante, celui qui parle fort. De l'autre, l'absorption silencieuse. Le chef arrogant, il est tellement sourd à la réalité qu'il finit par se faire briser par elle. Le stratège, lui à l'inverse, il est bien plus malin. Il se nourrit de l'intelligence des autres. Et voilà l'argument central. Respecter un adversaire, même en plein conflit, ce n'est absolument pas une faiblesse, c'est un avantage tactique. Pourquoi? Parce que le mépris rend aveugle, alors que le respect, lui, permet de comprendre les forces de l'autre et donc d'anticiper ses coups. Bon, maintenant que l'idée est posée, le manifeste nous révèle les outils de cette puissance. Et il les décrit comme des armes invisibles. On n'est pas du tout dans des démonstrations de force tape à l'œil, mais dans des maîtrises beaucoup plus subtiles. On a donc ces trois piliers, le silence, le temps et le réel. Et ils sont présentés comme des formes d'intelligence que seuls les esprits vraiment souverains peuvent manier. Le silence pour observer tranquillement, le temps pour laisser les masques tomber, et le réel comme seule et unique fondation solide. Le point crucial, c'est de comprendre que cette forme de respect est une construction active, volontaire, délibérée. Mais attention, une telle stratégie n'est pas sans faille. Elle fait face à une impulsion humaine particulièrement destructrice. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que cette puissante stratégie fait face à une tentation corruptrice, une impulsion humaine très profonde qui peut absolument tout anéantir. Le texte aborde ce moment critique, celui où le respect est rompu et où le désir de représailles émerge. Que faire quand l'autre déçoit, quand il trahit, quand il défie? C'est une question fondamentale. Et la réponse est sans appel. Ici, l'auteur ne présente pas du tout la vengeance comme une démonstration de force. Au contraire, c'est un aveu de faiblesse. C'est, je cite, « le vin aigre que les faibles se servent pour oublier qu'ils sont faibles ». L'image est forte. L'argument est simple, la vengeance nous maintient enchaînés. Enchaînés au passé et surtout enchaînés à la personne qui nous a fait du mal. Se venger, c'est, selon le texte, s'agenouiller une seconde fois. On continue de donner du pouvoir à l'autre. Tout ça nous amène à une critique assez puissante de nos réponses traditionnelles face à l'injustice. Parce que ce soit la vengeance ou le pardon, les deux sont considérés ici comme imparfaites. D'abord, le texte rejette complètement la simple rétribution, l'œil pour œil. Il voit ça comme un calcul primitif, sans aucune inspiration. C'est la justice des comptables, nous dit-on, un pathétique marchandage de la douleur. Ensuite, il y a une réinterprétation fascinante du fait de tendre l'autre joue. Loin d'être un acte de pitié, c'est présenté comme un acte royal, un défi qui, en fait, démontre que l'agresseur est insignifiant. C'est une façon de dire « tu crois pouvoir m'atteindre ?» et c'est encore « tu ne fais que prouver ta propre vacuité ». C'est une domination très subtile. Sauf que l'auteur soutient que ce concept a été complètement déformé pour devenir une morale du ressentiment. Une morale qui ne fait que reporter la vengeance à plus tard. Le pardon devient alors une simple attente du châtiment divin, le pire des poisons, le ressentiment sucré. Bon, alors si la vengeance est une faiblesse, et si le pardon conventionnel est une ruse empoisonnée, que reste-t-il à l'esprit qui se veut véritablement souverain? La synthèse, c'est une troisième voie. Un état d'être qui est tellement concentré sur la création, sur l'action, que les offenses du passé deviennent sans importance. Il ne s'agit plus de réagir, mais d'agir, de construire. Les actions de cet esprit souverain, elles transcendent complètement le champ de bataille de l'offense et de la rétribution. Il ne se venge pas, parce qu'au fond, il ne reconnaît même pas l'offense. Il n'a pas besoin de pardonner, parce qu'il ne juge pas. Il est ailleurs. Et la conclusion, c'est ça. La vraie liberté, la vraie puissance, elle ne se trouve pas dans le règlement des comptes. Elle se trouve dans le pouvoir de les oublier. C'est cette capacité à transformer une blessure, non pas en revanche, mais en une nouvelle création.
Cette analyse nous laisse donc avec une question en suspens face aux injustices de la vie. Faut-il choisir d'être un comptable de la douleur, un prince de la ruse, ou bien un créateur qui choisit le rire et l'oubli pour avancer? La question reste ouverte.